Nous recevons comme tous les lundis Abdoul Karim Bandé, directeur général du cabinet Salomon Conseil. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet pertinent. Il s'agit de la préparation à la retraite. Bonjour Abdoul Karim Bandé, merci de nous retrouver sur ce plateau dont vous êtes un habitué. C'est ça. Alors, avant d'aborder la question du jour, nous faisons un bond en arrière pour revenir un tout petit peu sur la question du curriculum vitae qui a été abordée lundi passé. Nous avons eu de nombreuses réactions des internautes, donc je vous laisse rebondir sur le sujet. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Les internautes. Effectivement, un des volets de l'intervention qu'on avait eu ici sur le CV a beaucoup intéressé, beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions encourageantes, mais aussi beaucoup de réactions par moments désobligeantes. Et moi, je voulais attirer l'attention de ces personnes-là parce que nous avons une historique sur le net, nous avons une histoire numérique et ça peut nous rattraper fortement. On peut ne pas être en phase avec un point de vue, mais on peut y répondre de façon polie et respectueuse. Et c'est déjà une invite. De toute façon, ça n'a pas d'impact véritablement sur nous, mais je m'inquiète plutôt pour ceux qui ont cette attitude-là. De l'autre côté, la question qui était posée, c'est celle, faut-il mettre tous ces diplômes dans un CV ou pas? Alors je vous dis que pour ce qui concerne l'administration publique, si vous passez un concours de l'État et que vous mettez plus que ce qu'on vous a demandé, vous êtes d'office éliminé. C'est un fait. C'est un fait et c'est basé sur l'historique. C'est pas des choses qui sont dites comme ça. Il y a eu beaucoup de situations d'entreprise, ou surtout dans la fonction publique, où des travailleurs ont revendiqué une requalification. Et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, il est demandé et fortement recommandé de s'en tenir à ce que dit l'annonce. Dans le privé, pendant longtemps, ce n'était pas un problème. Plusieurs privés le percevaient même comme une opportunité. Lorsque le candidat mettait un diplôme plus élevé, il avait tendance à espérer qu'il allait fournir plus de travail que ce qu'on allait lui demander. Mais je vous dis que le même problème arrive au privé et vous prenez un risque. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Vous prenez un risque en fonction de la sensibilité du recruteur, en fonction de la situation de l'entreprise, vous prenez un risque. C'est tout ce que je dis. Après, ça reste une opinion, à chacun de se positionner en Effectivement, puisqu'il faut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir être recruté. C'est ça. Voilà. Donc, nous allons maintenant aborder cette question d'actualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adima Chombiano, a annoncé des réformes, parmi lesquelles l'instauration des examens nationaux pour les étudiants des instituts et universités privées des niveaux licence, master et doctorat. En tant qu'acteur de l'enseignement supérieur, quel est votre regard sur cette nouvelle mesure? Alors, je vais m'exprimer ici en tant que directeur, en tant que citoyen, parce que j'appartiens à un groupe, donc le groupe Humanis, avec les variantes IST, Institut supérieur de technologie et UBS, et je ne peux pas parler au nom de mon groupe. Donc je parle en mon nom parce que je viens ici en tant que consultant. Exactement. Et en la matière, mon opinion personnelle, c'est que beaucoup de réformes, c'est très pertinent. Personne ne peut me remettre en cause la pertinence des réformes. Ce qui inquiète plus, c'est le caractère opératoire. Comment on met ça en œuvre? Parce que la mise en œuvre va avoir beaucoup de conséquences. Et on ne les maîtrise pas. Et moi, pour moi, c'est vraiment d'inviter aussi bien les structures d'enseignement privées que nous sommes et l'État et le ministère à un dialogue permanent pour voir un peu l'impact de ces réformes-là sur l'enseignement supérieur privé et l'enseignement supérieur en général, parce qu'il y en aura. Est-ce qu'il faille instituer un examen national? Oui, moi je l'appelais de tous mes voeux d'ailleurs, parce que c'est une belle opportunité pour les étudiants d'être plus rigoureux, d'être plus sérieux dans leur travail, mais aussi de se frotter aux autres, de savoir ce qu'on vaut réellement. Parce qu'effectivement, avec le système LMD, le BTS a pris un coup, qui était le levier justement pour permettre aux écoles de se challenger et aux étudiants d'aller savoir est-ce que ce que je sais vaut et je suis compétitif. Mais par contre, où je reste sur ma faim, c'est que l'examen semble être réalisé uniquement pour le privé. Ça, par contre, je reste sur ma faim. Parce que le CEP, il est national. Les élèves du privé comme du public y participent. Le BEPC, pareil. Le PAC, pareil. Et je crois qu'il aurait été de bon ton que le même principe soit pour tous les Burkinabés, parce que c'est un examen national. Et qu'aussi, le privé comme le public ait l'occasion de challenger leur programme. Là, je reste vraiment sur ma faim et vraiment, j'encourage le ministère à étendre ces examens-là à l'ensemble du système éducatif
effectif parce que c'est tous des Burkinabés qui sont à la fois dans le privé comme dans le public. Merci beaucoup. Donc venons-en à présent à notre problématique du jour qui concerne la préparation à la retraite. Quelle est la pertinence de cette thématique? Alors pourquoi une telle thématique? Alors nous sommes dans une série en fait. On s'efforce de construire quelque chose pour que ceux qui nous suivent de semaine en semaine, et on a beaucoup de retours très satisfaisants, puissent avoir des outils, des informations, des clés, du questionnement pour prendre des décisions en fonction des challenges auxquels ils font face. Et on s'est dit, on a parlé de la qualité de la formation depuis l'école, on a parlé de l'insertion professionnelle, on a parlé de la promotion, mais l'aboutissement de la carrière, c'est la retraite, qui est un moment important, et donc on a décidé d'en parler parce que c'est pas la retraite qu'il faut penser à la retraite, c'est bien avant qu'il faut l'intégrer dans son système. Donc qu'est-ce que donc la retraite et à quel moment l'on prend sa retraite? C'est une belle question. Moi j'essaie de prendre ma retraite à 54 ans. Je sais que la retraite normalement au Burkina ça tourne autour de 60 ans selon les catégories, je crois jusqu'à 63 ans pour les plus tardifs, de ce que dit Google d'ailleurs, donc peut-être qu'il y a d'autres textes qui peuvent le contredire, mais autour de 60 ans. Ça c'est la retraite. Et la retraite c'est normalement une opportunité. J'ai suffisamment travaillé, il est temps que je profite de mon temps, j'ai du temps pour moi-même, pour faire les choses qui me plaisent, parce que le travail il est très contraignant très souvent. Malheureusement, l'observation qu'on fait, c'est que la retraite est devenue un moment qui est redouté. Alors, au lieu d'être une opportunité de profiter du reste de la vie qu'on a devant nous. Ok. Maintenant, si l'on prend sa retraite, par exemple, à 60 ans, à partir donc de quel âge l'on peut commencer à la préparer? Parce qu'on ne va pas attendre la veille de ses 60 ans, on ne va pas attendre que notre employeur nous mette à la retraite pour pouvoir penser à ça. Donc, à quel moment? J'aime votre question. Mon employeur me met à la retraite. Non, on devrait aller nous-mêmes à la retraite. On devrait rechercher cela, justement. Lorsqu'on est préparé, on va attendre la retraite avec impatience. Mais lorsqu'on n'est pas préparé, on sera mis à la retraite. Donc, avec un sentiment d'avoir été jeté, abandonné, etc. Alors, à quel moment préparer? Moi, je crois que l'idéal, et c'est le but de nos échanges ici, c'est d'envoyer des questionnements et d'amener les gens à se poser des questions. J'ai cet avantage, vraiment c'est un avantage pour moi, de vivre dans le futur. De me poser des questions sur des sujets qui ne m'ont pas encore touché en fait. Je ne suis pas à la retraite, je suis toujours en activité. Exactement. Et donc moi aujourd'hui déjà je me pose la question de ma retraite. Et je vous dis ça fait plus de 10 ans que je me pose la question de ma retraite. Comment je l'aborde, comment je me prépare et tout ça. Et pour moi, le meilleur moment pour préparer sa retraite, c'est avant sa naissance. Parce que c'est aux parents de préparer la retraite de leurs enfants en réalité. Ça c'est une révélation. Hein? Absolument. Parce que pourquoi les riches, ils transmettent de l'héritage. Ils font même en sorte que les enfants de leurs enfants n'ont pas besoin de travailler. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je dois faire en sorte, tous ceux qui nous écoutent devraient travailler en sorte que, dans la mesure de leur possible, que leurs enfants n'aient même pas préparé leur propre retraite, mais qu'ils aient à préparer la retraite de leurs enfants, à eux. Vous voyez, parce que déjà, le premier préalable, ce sont les parents qui devraient mettre les dispositions, de mon point de vue, pour que les enfants n'aient même plus à travailler sur leur retraite, mais sur les retraites des générations après eux. C'est pour ça qu'on peut avoir un transfert générationnel. Quand vous voyez des familles qui sont dans des lignées d'activité, vous allez prendre beaucoup de communautés libanaises qui sont dans la restauration. Vous allez dans un pays comme le Maroc, vous allez être choqué. Vous allez dans un restaurant, vous avez 3 générations dans le restaurant. Vous avez le grand-père, vous avez le père, vous avez le fils, vous pouvez même avoir le petit-fils qui est là. 4 générations peuvent être dans l'activité. Et donc il y a une transmission générationnelle. Donc le petit-fils même là, il sait déjà pendant qu'il a 5 ans, qu'est-ce qu'il attend comme activité de demain et à quoi doit ressembler sa vie. Et ça c'est un cri de cœur. Beaucoup de jeunes ne veulent pas suivre les trajectoires de leurs parents. C'est une perte de temps. Avant, quand vous regardez les noms des familles, votre famille traduisait votre métier. Vous étiez soit forgeron, agriculteur, éleveur. Donc il y a une dimension générationnelle dans l'activité professionnelle. C'est la modernité qui a amené beaucoup de sous-métiers, de variantes de métiers et qui donne l'impression aux gens que chacun doit suivre sa propre trajectoire et c'est une erreur. Donc pour moi, le premier levier, c'est les parents. Le deuxième levier, c'est même avant de commencer à travailler. Avant de commencer à travailler, il y a des gens, je suivais quelqu'un hier en ligne qui dit que lui, déjà lui, ses parents ont mis de l'épargne pour lui. Donc quand il arrive dans le monde professionnel, il a déjà de l'investissement et il a le même réflexe lui-même d'avoir de l'investissement pour préparer sa retraite. Si vous générez du revenu en tant qu'étudiant déjà et que vous pensez à placer ce revenu-là, parce qu'un jour vous en aurez besoin, quand vous serez plus actif, alors vous êtes en train de préparer votre retraite.
Et pour moi, effectivement, lorsqu'on signe le premier contrat de travail, on doit savoir qu'il y aura une fin un jour. Et c'est inéluctable. La retraite, je vais choquer, c'est comme la mort. C'est une certitude. On va y arriver. Donc, il ne faut pas la négliger, il faut s'y préparer. Mais l'âge au plus tard, ça veut dire que si vous avez négligé toutes ces étapes, vous n'avez pas eu des parents qui ont pu investir pour vous, vous-même vous n'avez pas été très productif très tôt, vous avez commencé à travailler, vous n'y avez pas pensé, peut-être que c'est à cette émission que la question se rencontre votre réflexion. J'ai envie de vous dire qu'au plus tard, à 40 ans, il faut commencer, sinon ça va être très court. Si la retraite c'est à 60 ans en moyenne, si vous commencez à 40 ans, il vous reste 20 ans d'investissement pour préparer votre retraite, alors que les charges vont venir. Maintenant, revenons un peu sur la question de la transmission générationnelle. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où chaque enfant a des talents. Il peut ne pas forcément avoir un talent qui cadre avec la formation de son papa ou de sa maman pour suivre le même itinéraire et peut-être reprendre l'entreprise familiale. Maintenant, à ce niveau-là, on peut quand même permettre aux enfants de s'orienter selon leur talent. En fait, tout est dans l'éducation. Pour ne pas rester forcément dans cette transmission générationnelle-là. Il peut bien réussir dans son domaine. Je suis d'accord, mais je dis le problème, il est où? Déjà, c'est une question d'éducation. Beaucoup de parents n'éduquent pas, on en a parlé déjà sur ce plateau, leurs enfants à l'emploi. Durant toute l'enfance, on ne parle jamais de travail. Beaucoup d'enfants ne savent même pas ce que font leurs parents. Et c'est là que est le problème. Dans bien des cas, le travail du parent est un concurrent pour l'enfant. C'est-à-dire l'enfant a l'impression, et moi je l'ai ressenti aussi, que le père aime son travail plus que lui. Donc le parent n'arrive pas à trouver l'équilibre entre le temps qu'il doit consacrer à son travail et le temps qu'il consacre à son enfant. Ce qui fait que l'enfant n'a même pas envie même d'explorer la possibilité un jour de faire le même métier que son père. C'est le premier problème. Le deuxième problème, j'entends des gens dire oui, j'aime ça, j'ai tel talent, mais comment tu le sais? C'est plein de chimères, c'est plein de rêveries en fait. La seule façon de savoir si tu es fait pour quelque chose, c'est de pratiquer cette chose. C'est pas de l'imaginer. Parce que très souvent, quand ils imaginent, ils vous disent moi j'ai envie de faire médecine, j'ai envie de faire tel métier, ils pensent plus à l'argent. Ils pensent plus à l'honneur qui est associé au métier. Mais ils ne mesurent pas toutes les conséquences de ce choix. Et quand ils y vont, ils sont très souvent déçus. J'en connais plein qui ont fait des métiers différents, qui sont revenus au métier de leur père. Surtout quand les pères sont entrepreneurs. Ils font autre chose. Mais à la fin, ils se rendent compte que attends, je gagne du temps ici. Troisièmement, quand vous êtes dans la lignée de votre père ou de votre mère, il y a un transfert d'expérience. Un père qui est financier, qui connaît tous les rouages de la finance, quand il a un fils financier, qui sait le prendre comme un mentor, mais il aura un avantage sur ceux de sa génération, parce qu'il a quelqu'un qui connaît tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire pour aller loin. Mais attends, c'est une perte de temps que de ne pas profiter de ça et d'aller souffrir. Voilà, maintenant si on a une certitude sur un appel, un don, un talent, tant mieux. Mais vous ne serez sûr que si vous pratiquez. Tant que vous n'avez pas pratiqué, c'est pure rêverie. D'accord, malgré les éclaircissements que vous donnez, la retraite semble un moment redouté pour plusieurs. Pourquoi selon vous? Alors pour moi d'abord parce que la retraite quand elle n'est pas préparée c'est une perte de revenus, une sérieuse perte de revenus. Je crois que quand vous cotisez en moyenne 20 ans, vous allez vous retrouver avec 40% de votre revenu de départ. Si vous aviez 500 000 francs par mois, 40% de 500 000, ça fait environ, je crois, 200 000 que vous aurez chaque mois. Mais c'est un choc, premièrement. Deuxièmement, pendant la retraite, vos charges ont augmenté. Vous avez plus d'enfants. Et si ces enfants ne sont pas devenus autonomes, ils dépendent tous de vous. Et c'est un moment où il faut se poser la question du nombre d'enfants qu'on fait. Parce que là aussi, plusieurs n'y réfléchissent pas forcément. Je peux comprendre. Vous voyez, il y a la question de la destinée. À deux définitions. Mon père, par exemple, avait une perception fataliste de la destinée. Et beaucoup de parents qui font beaucoup d'enfants ont une perception fataliste de la destinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il estime que le succès d'un enfant dépend de Dieu. Et que qu'il l'éduque pas, qu'il lui paye des études ou pas, ce que Dieu aura décidé que cet enfant soit l'enfant le sera. C'est ce qui va arriver. Alors, il se dit alors je vais être malin. J'en fais beaucoup. Comme je ne sais pas parmi eux qui Dieu va choisir. Mais si j'en fais peu, je prends un risque. Si Dieu ne choisit aucun dedans pour en faire un homme important, je prends un risque. Le problème de ce mode de pensée, c'est qu'il déresponsabilise les parents. Et il n'a qu'à faire beaucoup en espérant que de tout ça, un s'en sorte. Mais il y a une autre façon de percevoir la destinée qui est une conception où la destinée est une activité entre Dieu et l'homme. Ça veut dire qu'il y a ce que tu fais
et puis à ce que Dieu agrée. Et en ce moment, ça te rend responsable de dire, attention, je dois avoir un nombre d'enfants que je peux contrôler pour me donner toutes les chances de leur donner l'éducation qu'il faut pour qu'ils aient la vie qu'ils doivent avoir. Et moi, je suis de cette école, de ce mode de pensée qui dit, faisons des enfants qu'on est sûr de pouvoir accompagner. On n'a pas de garantie qu'ils vont réussir. Mais si on a l'accompagnement qu'il faut, et je crois que quand on regarde autour de nous, les enfants qui ont été bien accompagnés ont eu beaucoup de chances d'être autonomes. Donc quand vous êtes à la retraite et que vos enfants ne le sont pas, c'est un fardeau énorme. Vous avez votre propre santé qui va prendre un coup. Et enfin, vous devenez oisif. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui venait d'aller à la retraite il y a environ... Quand je le rencontrais, il venait d'être à la retraite il y a 2 mois. Il me dit qu'il peut se lever comme ça et puis il va au bureau. Il prend la route du bureau parce qu'il n'a rien à faire. Et le fait de rien avoir à faire, c'est une véritable pression. Et là, il faut penser à ce qu'on fera après la retraite. Ce n'est pas la fin de l'activité. Non, on doit continuer à générer, à avoir de l'activité, mais autrement. Donc voilà un peu des choses qui, à mon avis, génèrent du stress et de l'angoisse chez ceux qui doivent y aller. Okay. La question qu'on peut aussi se poser, c'est de savoir si la bonne préparation à la retraite ne dépend pas du revenu que l'on a pendant sa carrière. Pas forcément. Parce qu'en réalité, après, c'est le contentement. Si vous aviez 100 000 durant toute votre carrière, que vous avez su vivre avec 100 000, mais logiquement, vous devrez pouvoir vivre avec la part de retraite qui vous revient, surtout en fonction des investissements que vous avez faits. C'est vrai que celui qui a gagné beaucoup d'argent a beaucoup plus de chances de mettre des dispositifs financiers, des placements qui puissent lui permettre d'avoir une autonomie plus importante. Mais tout le monde peut le faire. La vraie clé pour préparer sa retraite, c'est d'être capable de penser de manière téléologique ou eschatologique. Ça veut dire quoi? La théologie, l'eschatologie, c'est la science qui étudie la fin des temps. Et en réalité, la vie commence par la fin. La meilleure façon de vivre votre vie sur Terre, c'est de concevoir votre fin. Mais la plupart des gens ne savent pas s'inviter dans la fin. Ils vivent au passé, au présent. Ils ont du mal à vivre dans le futur. Il faut aller dans votre futur. Il faut aller dans votre futur, il faut le designer. C'est pour ça que vous pourrez l'accomplir. Un futur qui n'a pas été designé, pensé, imaginé, ne peut pas s'accomplir. Sankara même l'a dit. Tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. Donc le premier levier, c'est d'aller au jour de sa retraite, de définir le genre de retraite qu'on veut avoir et de se dire maintenant, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui pour que ma retraite ressemble à ce que j'ai défini. Effectivement. Est-ce que faire tôt ses enfants, investir en eux afin de les rendre autonomes n'est pas là un levier important de préparation à sa retraite? Absolument. Si vous êtes trop occupé et vous oubliez de vous occuper de vos enfants, et vous travaillez, c'est vrai, vous gagnez de l'argent. La farce autour de la productivité ou de comment on appelle ça, quand on est jeune et qu'on a de l'énergie, c'est qu'on pense qu'on est riche. Parce qu'on peut se lever tous les matins et aller travailler. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens, quand ils sont à la retraite, c'est scandaleux. On dit, mais il avait une belle carrière et puis du jour au lendemain, il n'a plus rien. Oui, mais parce que justement, avoir 1 million, 2 millions, je vais pour des salaires élevés au Burkina, c'est pas de la richesse en fait. Parce que c'est toujours lié à vous. Le jour où vous arrêtez de travailler, même si on vous donne 100 millions, si vous ne faites pas attention, en moins de 3 ans, vous n'aurez plus rien. Parce que ça part. Ce qui fait que vous avez toujours de l'argent, c'est parce que vous en produisez toujours. Ce n'est pas parce que vous en gagnez. Vous voyez? Alors que beaucoup, malheureusement, ne se rendent pas compte de ça. Ils travaillent tout le temps. Alors que l'une des charges les plus élevées de votre vie seront vos enfants. S'ils sont autonomes, vous aurez la paix. S'ils ne le sont pas, c'est une charge toute votre vie. Et en plus, ils ne seront pas que, ils vont faire des enfants qui vont venir vous ajouter. Donc vous allez voir un monsieur qui est à la retraite, qui doit subir le poids de ses propres enfants et des enfants que ses enfants ont générés avec sa pension. Mais comment il fait ça, le monsieur? Ça sera difficile. Donc investissons justement dans l'éducation de nos enfants pour les rendre le plus rapidement possible autonomes et qu'ils n'aient pas besoin de dépendre de nous. Pas forcément, beaucoup de nos parents aimaient dire, il faut que tu réussisses pour t'occuper de moi. Non, non, je ne crois pas que ce soit le but. Le but ne doit pas que ton enfant s'occupe de toi. S'il le fait, tant mieux. Le but doit être surtout que l'enfant n'ait plus besoin de toi, qu'il soit autonome pour bâtir à son tour sa propre famille. C'est justement cette mentalité-là qui est récurrente en Afrique. L'enfant doit pouvoir être autonome pour venir s'occuper de ses parents et même de ses petits frères. Voilà, parce qu'on estime qu'à un moment donné, il faudrait bien qu'ils prennent la relève. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien? Vous l'avez abordé sensiblement tout à l'heure, le lien entre la bonne santé et la préparation à la retraite. Absolument. Parce que une des plus grandes craintes d'un retraité, vous savez, on nous a beaucoup menti. Quand vous n'avez pas encore 40 ans, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Oui. Quand vous passez la barre de 40 ans, vos yeux s'ouvrent. Vous réalisez que, mais attends, les gars, beaucoup de on dit jeune, voilà un mot à problème que je déteste. Oui. On dit à un gars qui a 30 ans qu'il est jeune. C'est une insulte. Il n'est pas jeune du tout. Pas du tout. Trouvons un autre mot, mais il n'est pas jeune. La jeunesse doit s'arrêter à 18 ans, 20 ans. Parce que dans ce mot-là, il y a un fond péjoratif.
qui dit tu es irresponsable, tu es insoucieux. Et donc, du coup, les gens pensent qu'ils ont le temps encore de se permettre d'être irresponsables et insoucieux. Alors qu'en réalité, 40 ans, c'est la cloche là. Pour vivre 80 ans, c'est un miracle. La plupart des gens n'atteignent pas 80 ans. L'espérance de vie en Afrique est autour de 56 ans. Donc, ça veut dire que quand vous avez 40 ans, là, au fond, il vous reste 16 ans à vivre. Mais comment on peut dire à ce gars qui a théoriquement 16 ans à vivre qu'il est jeune? Non. Donc, du coup, si vous n'investissez pas assez aussi dans votre santé pendant qu'il est temps, en faisant du sport, en mangeant sainement, en vous reposant. Moi, je vois des gens qui disent non, j'ai besoin de 2 heures de sommeil par jour, mais c'est faux. Ça, tu le penses parce que pour le moment, tu n'as pas encore l'âge de ressentir la pression. Mais quand tu fais ça, et ta retraite, elle devient très compliquée. Parce que justement, tu t'es pas reposé suffisamment. Donc attention, il faut investir maintenant dans sa santé pour qu'à la retraite, on ait beaucoup d'années de qualité. Qu'on ne soit pas... Vous voyez, beaucoup se retrouvent comme impotents. 100 personnes ne peuvent rien faire. Et puis à la fin, le mec, toute son espérance, c'est de mourir. Parce que là, pour toute chose, il faut que quelqu'un vienne l'assister. Il ne peut pas se déplacer tout seul. Il ne peut même pas se nourrir tout seul. Mais c'est un problème. Mais ça, c'est l'une des conséquences. C'est vraiment le fait de ne pas avoir pris soin de sa santé. Donc pour moi, préparer sa retraite, c'est vraiment travailler à prendre soin de sa santé. Je suis un mauvais exemple moi-même. Hein. Quand je parle, là, j'ai des séquelles, j'ai des séquelles sérieuses du fait d'être allé trop fort. Et là, j'ai dit attention aux gens, corrigez un peu vos trajectoires. Le tout n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est d'avoir de l'argent longtemps, c'est de pouvoir prendre soin de soi longtemps. Effectivement. Revenons un peu sur la différence sur comment générer du revenu. Parce que vous avez dit tantôt qu'il y a des retraités, et effectivement, nous les rencontrons tous les jours. Une fois qu'ils sont à la retraite, ils n'ont plus rien à faire, ils s'ennuient à longueur de journée. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent combler ce vide-là et en même temps générer un revenu, parce qu'en même temps, leur pension, c'est leur salaire qui est divisé au moins par 3 ou 4. Voilà, donc le revenu est réduit. Ils sont entre griffes inactifs. Comment arriver à combler ce vide-là, pouvoir être actif et en même temps pouvoir générer un petit revenu? Alors déjà, pour l'activité après la retraite, moi, ma mère m'a dit un jour qu'elle a une amie, elle vit en Italie, ma mère, qui vient la voir. Moi, ça m'a marqué. Elle dit que cette dame-là, c'est une Italienne. Tous les mercredis, je pense, à la même heure, la dame sonne à sa porte. Et j'ai compris que la dame a conçu des routines. Et pour moi, le problème de la retraite, c'est que si vous ne développez pas des routines avant votre retraite, vous aurez beaucoup de problèmes. Parce que notre routine quotidienne, c'est de se lever tous les jours à 6 heures, se préparer, passer 8 heures au travail, puis on rentre à la maison. Mais quand on est à la retraite, on va se retrouver avec au moins 8 heures de temps à 12 heures de temps entre les mains, ne sachant pas quoi faire. Il faut commencer à l'intérieur de ces 12 heures-là à mettre des routines, du sport, du jardinage, visiter quelqu'un. Il faut avoir un emploi du temps. De la même manière qu'on avait un emploi du temps pour aller travailler, il faut avoir un emploi du temps pour occuper son espace. Il faut avoir un plan. Et moi, j'aime beaucoup le modèle de ma mère que je salue au passage. Elle a un plan. Elle dit que dans l'année, elle a des activités programmées. Elle est à la retraite, mais elle ne s'ennuie pas. En tout cas, elle s'ennuie moins parce qu'elle a des activités programmées. Donc pour moi, et ce n'est pas des activités qu'elle a programmées quand elle est arrivée à la retraite. Elle a fait avant. Et j'observe des retraités, je vois que ceux qui profitent le mieux de leur retraite ont des activités programmées, qui ne sont pas forcément des activités qui doivent générer du revenu. Maintenant, pour ce qui est du revenu, il faut de l'investissement. Il faut faire en sorte que travailler d'abord ne soit plus une contrainte, parce que quand vous êtes à la retraite, vous n'avez plus d'énergie. Si vous devez faire le travail avec contrainte, ça va être compliqué. C'est la pression, c'est du stress, vous allez tomber malade. Donc il faut pouvoir générer de l'argent sans y être. Je crois qu'on a une émission qu'on a fait ici sur l'investissement et je vais demander aux gens d'aller la chercher et puis de la revoir. Sinon on va reprendre l'émission ici. Mais un des leviers simples, c'est les assurances, c'est l'épargne, c'est de prendre des participations, c'est d'avoir des actions, c'est aussi de créer des entreprises mais qu'on ne pilote pas nous-mêmes, en mode entrepreneur ou du moins investisseur. Donc il y a des mécanismes, il y a des leviers justement pour pouvoir se garantir ça. Mais le levier le plus simple que je laisserai ici, c'est l'assurance complémentaire. Parce que si vous combinez vos cotisations CNSS à une assurance complémentaire, vous pouvez valider le même niveau de vie que vous aviez. Mais les deux leviers sur lesquels j'insisterai le plus, c'est d'avoir des enfants autonomes. Et ça, c'est vraiment le plus important. Parce que s'ils le sont, vous êtes déchargé. Ils peuvent même finalement vous assister, quoique ce n'est pas l'idéal. Et puis, deuxièmement, c'est votre santé. Parce que si vous êtes en bonne santé, vous pourrez toujours trouver le moyen de vous occuper de vous-même. Cette thématique, elle est tellement pertinente et intéressante, mais nous allons demander votre mot de fin. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci beaucoup.
C'est sur ce mot de fin que nous refermons les portes de cet entretien. Merci M. Bandé pour tous les éclaircissements. À lundi prochain, pour une autre thématique. Merci. Chers téléspectateurs et auditeurs de Truy TV et Watt FM, nous clôturons du même coup cette émission qui vous apporte l'information juste à la bonne heure. En attendant de nous retrouver demain pour un nouveau numéro, je vous souhaite de passer une fructueuse journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.